Bonjour à tous, le grand entretien, interview croisée radio-vidéo à suivre sur RCF fréquence habituelle, fréquence hertzienne, et à retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube RCF 63 TV. Le général Hervé Gomard est notre invité. Bonjour mon général. Bonjour Monsieur Roquejoff. Vous êtes le commandant en chef de la 3e brigade mécanisée, mais également le patron, comme l'on dit, des armées ici en région Auvergne. Avec vous, mon général, nous allons parler de l'alerte Guépard, qui est en quelque sorte la possibilité donnée au chef de l'État de décider ou pas de la projection de militaires sur le théâtre d'une opération de défense ou d'attaque. Vous êtes en alerte Guépard actuellement, nous en reparlerons. Nous aborderons la réalité de la défense nationale aujourd'hui, les moyens, le recrutement et l'image qu'ont les armées ici en France. Quelques mots d'abord, s'il vous plaît, sur les hommes et les femmes militaires dont vous avez le commandement en chef ici en région Auvergne. Quelles sont les missions spécifiques des uns et des autres? Parce que pour vous, c'est clair. De l'autre côté, c'est parfois un peu compliqué. Il y a le 92e RI, il y a le 28e RT, il y a la 3e brigade mécanisée. Ça fait combien d'hommes? Qui fait quoi? Bon, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu complexe quand on n'est pas un initié. Et j'ai deux responsabilités, donc je vais essayer d'être clair. La première, je commande effectivement, comme vous l'avez dit, une brigade qui s'appelle plus mécanisée mais légère blindée, la 3e brigade légère blindée, qui contient 5000 hommes et femmes et qui est répartie sur différents départements. Une partie est ici sur le Puy-de-Dôme, mon état-major, ma compagnie de transmission et de commandement et le 92e RI, bien connu des Clermontois, les Gaulois. Et j'ai 4 autres régiments en dehors du département, un régiment de cavalerie à Angoulême, un régiment d'artillerie à la Valbonne, un régiment du génie à Castel-Sarrazin et un 2e régiment d'infanterie à Brive-la-Gaillarde. Ça fait combien d'hommes tout ça? Donc 5000. 5000 au total. 5000 personnes. Là, c'est des gens qui sont dédiés aux opérations. Donc des gens qui quotidiennement s'entraînent, se préparent à partir. Et certains aujourd'hui sont effectivement, comme vous l'avez cité, dans l'alerte Guépard. Alors qu'est-ce que c'est que cette alerte Guépard? C'est en permanence, les armées françaises ont des personnels en alerte, si jamais il faut aller renforcer un théâtre d'opération, si jamais il faut intervenir sur territoire national, dans le cas d'une catastrophe, d'un attentat, c'est toujours sur demande du chef des armées, qui est le président de la République. Alors on va revenir sur l'alerte Guépard aujourd'hui, les risques de conflits qui peuvent exister actuellement un peu partout dans le monde, si entre guillemets le partout est recevable dans une telle question. Comment s'organise la coordination de tous ces moyens et de tous ces hommes dont vous parliez à l'instant? 5000 hommes, c'est une très grosse entreprise. Oui, c'est une très grosse entreprise, mais je suis bien heureusement et normalement secondé par ce qu'on appelle des chefs de corps, donc des colonels qui commandent chacun de ces régiments. Donc c'est eux qui quotidiennement sont dans le même quartier que leurs hommes et leurs femmes, commandent ces gens, les entraînent, les préparent, les soutiennent, etc. Voilà. Et moi, pour commander ces 5 régiments, j'ai un état-major, c'est 80 personnes, officiers, sous-officiers, militaires du rang, ici, qui sont sur Clermont-Ferrand, Cours-Sablon. Donc ça, c'était bien ma première casquette, ma casquette opérationnelle. Après, j'ai une deuxième casquette, je suis délégué militaire pour le département, donc pour le 63. Là, je suis le conseiller défense du préfet. Et je dois pouvoir intervenir sur le département avec des moyens en cas de réquisition. Donc là, je reviens. Par exemple? Cas de catastrophe naturelle ou forte chute de neige, des gens sont bloqués, etc. sur les autoroutes. Soit j'ai des moyens techniques en propre et je peux aider les services de la préfecture. Soit j'ai au moins des bras avec un certain nombre de personnels ici sur le département, puisque nous sommes 4400 personnels militaires et civils de la défense sur le Puy-de-Dôme. Et donc, s'il y a besoin d'hommes, de bras pour aller dégager, déneiger, etc., eh ben, je suis capable de le faire. Est-ce qu'on fait suffisamment appel à vous, mon général, quand justement les conditions météorologiques ou climatiques nous mettent dans des situations un peu particulières aujourd'hui en Auvergne? Parce qu'on a le sentiment en fait qu'on voit peu les militaires ici en Auvergne. Oui, mais en fait, quand il y a des catastrophes naturelles, on a surtout besoin de moyens techniques que n'a pas forcément aujourd'hui les militaires. Ou alors, quand on les a, ils sont déjà engagés sur les théâtres d'opération. Bon, je vois par exemple EDF. EDF, nous par exemple, c'est des groupes électrogènes. EDF a ses propres centrales, ses propres groupes électrogènes autonomes et donc est capable de renforcer un dispositif. Voilà. Si jamais il y a des problèmes de crue, s'il faut des moyens nautiques, le SDIS a des propres moyens. Voilà. Donc nous, on est en deuxième rideau. 1, parce qu'on n'a pas forcément les moyens, et 2, quand on a les moyens, nous, ils sont parfois déjà engagés ailleurs. Mais alors, imaginons que des catastrophes naturelles se produisent ailleurs en France, comme on les a connues il y a quelques jours, par rapport à la date où nous enregistrons cet entretien, dans le sud de la France. Est-ce qu'on peut faire appel aux moyens départementaux du général Gomard? Oui, ça pourrait se faire. En fait, en permanence, l'armée de terre
elle a 10 000 personnes qui peuvent être en alerte, enfin qui sont en alerte et qui peuvent intervenir sur le territoire national. Donc en fait, moi j'interviens privilégiément en priorité sur le département, mais si jamais il y a besoin de beaucoup plus de personnes et de moyens dans une autre région, bien évidemment, sur réquisition, je suis en mesure d'intervenir. Ça, c'était pour les interventions au cœur même de l'espace national du territoire français. L'alerte guépard, vous en avez parlé, je le rappelais en ouverture, c'est donc la possibilité donnée au chef de l'État français, donc le président de la République, qui est chef des armées, de décider de la projection de militaires sur le théâtre d'une opération de défense ou d'attaque. Vous êtes actuellement en alerte guépard. Ça signifie que bien vos hommes sont prêts à recevoir, je ne sais pas, un SMS de votre part. Comment ça se passe d'ailleurs pour leur dire, eh bien, hop, vous faites votre baluchon, rendez-vous telle heure, tel jour et on part. Voilà. Alors, ça se passe comment, par SMS? Alors, ça se passe par téléphone. En fait, on a toute une chaîne téléphonique. Tous les numéros sont répertoriés. Et sécurisés, bien sûr. Voilà. Tout le monde sait qu'il peut être appelé. Donc, le téléphone, il est H24 et les gens sont susceptibles d'être appelés. Et il y a toute une chaîne. C'est-à-dire que moi... Enfin, c'est Paris qui va appeler la brigade, soit moi, soit mon chef d'état-major. Et de là, on va téléphoner à certaines personnes qui elles-mêmes vont appeler plusieurs personnes. Voilà, en quelques heures, tout le monde doit être prévenu. Et en moins de 48 heures, on doit être prêt à partir sur un nouveau théâtre, quel qu'il soit, ou sur un théâtre qu'il faudra renforcer. Au chapitre international, les choses sont très compliquées. La France s'est engagée au Mali il y a maintenant 1 an et demi avec le général Barrera, d'ailleurs, qui était dans ce studio il y a quelques mois. C'était votre prédécesseur. On sait la réussite du général Barrera et de l'ensemble de l'armée française sur l'opération Serval. Il y a eu d'autres théâtres d'opération. Aujourd'hui, les choses se compliquent en Irak, se compliquent en Turquie. Est-ce qu'il y a des risques que l'on vous voit partir, mon général? Écoutez, c'est vrai que la situation internationale, comme vous le dites, elle est difficile. Elle se dégrade peut-être. Le président de la République a décidé de participer, de faire participer notre nation à la coalition face à l'État islamique que l'on nomme Daesh. Bien évidemment, il est possible que d'autres moyens français soient engagés. Et si jamais le président de la République décide de renforcer le dispositif, je pourrais, moi ou certaines personnes sous mes ordres, intervenir. Mais je rappelle que le président de la République a dit qu'il n'y aurait pas d'intervention terrestre, voilà, de force terrestre. Voilà. Donc à ce jour... pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, voilà. Donc, mais bien évidemment, les armées françaises, comme on le disait en début d'émission, ont en permanence un dispositif d'alerte, et ce qui me paraît complètement normal. Et donc, en quelques heures, en quelques jours, beaucoup d'hommes, de femmes et de moyens peuvent être engagés sur un nouveau théâtre. On va revenir sur les conditions de cette projection, parce que tout ça doit être organisé bien en amont pour que ce soit opérationnel en quelques jours, en quelques heures. Parlons de l'aspect politique d'une intervention. Je sais bien que j'ai un militaire devant moi et que vous n'êtes pas un homme politique et que vous avez aussi un devoir de réserve. Mais il y a quand même des questions qui se posent. Quand le Parlement répond à la question du président de la République d'envoyer ou pas l'armée, est-ce que les militaires ont à un moment donné un rôle à jouer, un rôle politique, et de dire, Monsieur le Président, avec tout le respect qu'on vous doit, vous avez raison, vous avez tort? Écoutez, de toute façon, c'est une bonne question, mais à laquelle il est assez facile de répondre. En permanence, les armées françaises planifient des opérations. Compte tenu de la situation internationale, elles imaginent des engagements sur tel ou tel théâtre, avec tel ou tel type de moyens, tel nombre d'hommes, etc. Ces options, elles sont souvent présentées au chef des armées, donc le président de la République. Ce président de la République, il a en permanence un état-major particulier. Donc il a quelques militaires qui quotidiennement... Qui lui n'est pas politique. L'état-major n'est pas politique. Non, ça reste des militaires. Mais il propose des options au chef de l'État. Si le chef de l'État décide avec son gouvernement d'engager, il n'est pas aujourd'hui, compte tenu de l'état de la nation, il n'est pas obligé de demander l'autorisation au Parlement. En revanche, il est obligé de demander l'aval du Parlement s'il y a plus de 4 mois d'engagement, ou donc si, après avoir engagé des troupes... Ce qui s'est passé au Mali. Exactement. Ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé en Centrafrique, avec l'opération Sangaris, il a fallu une autorisation du Parlement pour poursuivre l'opération sur le théâtre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des risques, je vous repose la question, est-ce qu'il y a des risques que vous partiez? Je pense qu'il ne serait pas inconscient de dire que des hommes de ma brigade pourraient partir. Quel volume, je n'en sais rien. Quand, je ne sais pas. Où, je ne sais pas. Voilà. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes prêts à intervenir là où le pouvoir politique décidera de renforcer ou d'engager
la nation française. Il y a quelques années, ce sont les États-Unis qui avaient l'image un peu de ceux qui s'engageaient militairement un peu partout dans le monde. On les a appelés les gendarmes du monde, mais on a crié aussi à l'ingérence, c'est-à-dire leur volonté de s'imposer à d'autres nations. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la France qui est en train d'entrer dans cette forme d'ingérence ? Alors moi je ne parlerai pas d'ingérence parce que jamais l'armée française n'intervient là où il n'y a pas un accord de défense ou un appel du gouvernement légitimement élu vis-à-vis de la France. Voilà. On est allé au Mali, mais c'était bien la demande du président malien d'intervenir. En Centrafrique, c'était à la demande des autorités centrafricaines. Donc à aucun moment, là je reprends également l'Irak. L'Irak, c'est bien le président irakien qui a demandé l'intervention d'une coalition internationale. Donc jamais la France n'interviendra sans avoir un appel du gouvernement reconnu par la France et gouvernement en place. Le général Hervé Gomard est notre invité, c'est le patron, je le disais tout à l'heure, le patron des armées ici en région Auvergne. Merci mon général d'être avec nous. Vous avez parlé de la possibilité mesurée, mais en tout cas qui existe pour l'instant, d'avoir une projection sur quelque part dans le monde dans le cadre du théâtre d'une opération. Tout ça ne s'organise pas à la dernière minute, ce n'est pas de l'improvisation. Il faut bien comprendre que même si nous sommes en temps de paix et que tous les matins, comme tout le monde, vous prenez votre café et vous allez au travail, à un certain moment, vous l'avez dit tout à l'heure, le téléphone peut sonner, votre téléphone, et du coup ça veut dire qu'il y aura une cascade. Comment s'organise cette préparation à la projection ? Alors, les armées, et là je vais parler pour l'armée de terre, en permanence ont des unités dédiées à un départ sur alerte. Donc en fait, on sait déjà depuis quelques mois que le 28 septembre 2014, l'A3 prendrait l'alerte Guépard pour l'armée de terre. Voilà. Donc on s'y prépare comment? On s'y prépare. L'A3, c'est votre brigade. C'est ma brigade, voilà, la brigade que je commande. On s'y prépare techniquement, tactiquement, moralement, administrativement. Ah, c'est important ce que vous venez de dire. Tactiquement, techniquement, ça veut dire que vous entraînez ? Exactement, c'est-à-dire qu'on s'entraîne, c'est-à-dire que moi, toutes les unités qui sont aujourd'hui sur le papier d'alerte, ces unités se sont entraînées dans leur garnison, dans les camps, ont été certifiées comme quoi elles étaient aptes à être engagées. Mais des camps en France? Des camps en France. Et voilà. comment vous réorganisez les conditions climatiques, par exemple, que vous pourriez avoir en Irak? Parce que la météo, c'est pas la même. Après, là c'est plus difficile. Hein. Parfois, on fait des camps au mois de décembre et vous pouvez intervenir en Afrique avec un différentiel de 30 degrés. Mais ça, le soldat doit être aguerri. Pour être aguerri, il fait des centres d'entraînement commando, il fait beaucoup de sport, etc. Voilà. Donc, après, quand on prépare pour une alerte, on sait qu'on doit pouvoir intervenir climat chaud, climat froid. Ce qui est important, c'est que les unités qui interviennent se connaissent et l'habitude de travailler ensemble, cultivent les savoir-faire, les fondamentaux du soldat, quel que soit le niveau, jeune soldat, cadre, chef. Voilà, il faut que tout le monde s'entraîne. Et vous apprenez aussi à travailler ensemble, les régiments d'infanterie, les brigades mécanisées, les régiments de transmission? Exactement, c'est-à-dire que toutes les unités, c'est ce qu'on appelle les groupements interarmes. Hein, parce qu'un chef de corps, il intervient, il est de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie, du génie, des transmissions. Donc tout ça, ça doit fonctionner ensemble. On doit pouvoir parler aux avions, se faire appuyer par des hélicoptères, appuyer par des avions, etc. Pardonnez-moi, vous avez dit quelque chose qui me paraît essentiel parmi vos propos à l'instant. Vous vous préparez aussi psychologiquement, bon, administrativement, ça on peut comprendre, mais psychologiquement et moralement, avez-vous dit. Ça veut dire quoi, ça? C'est vrai que le soldat, il doit avoir une certaine force morale. La force morale, ça se travaille déjà à travers le sport, où on est exigeant, on apprend aux gens à se dépasser eux-mêmes, et quand on se dépasse soi-même, on découvre qu'on a dans son fort intérieur des capacités qu'on ne soupçonnait pas. Donc ça se travaille. Il y a également la cohésion. Il est très important d'avoir une unité très soudée, parce que dans la difficulté, et ça peut arriver, hein, au combat, on peut perdre des amis, des soldats, des chefs, avoir des blessés. Il faut savoir réagir face à ces événements. Donc il faut que les gens soient habitués à être en situation difficile, en situation de stress. Ça se travaille au quotidien, au quartier, dans les camps, dans les exercices. Quand vos hommes reviennent d'une mission, est-ce qu'ils sont fiers d'avoir contribué quelque part à ramener la paix dans un endroit du monde? Oui, ils sont très fiers. Et ce qui est important pour nous qui sommes leurs chefs, c'est toujours donner du sens aux missions que l'on remplit. Aujourd'hui, moi ça fait 27 ans que je suis soldat. Toutes les missions que j'ai pu remplir, j'ai toujours eu le sentiment d'accomplir une belle mission. C'était au nom de la nation française. Nous sommes le bras armé de la France et que c'était toujours parfaitement légitime les missions que nous remplissions. Et parfois vous êtes récompensé à travers un sourire, un geste d'une population, de quelqu'un pour lequel vous avez sauvé sa vie,
On ne sera pas auprès d'eux pendant l'éternité, bien évidemment, mais on restaure souvent la paix dans ces pays et on en est légitimement très fiers. Ça, en général, ce sont des sourires que vous pouvez recevoir sur place de la part des populations que vous êtes venus aider, sauver ou accompagner pendant quelques mois, voire quelques années parfois. Est-ce que la population française vous aime en général ? Pas vous, Hervé Gomard, mais les militaires que vous représentez. Enfin, moi, ils peuvent m'aimer, ça me ferait plaisir. Mais je pense sincèrement, et ça je le dis à travers un petit peu tous les contacts que je peux avoir, aussi bien vis-à-vis des autorités, mais également auprès de citoyens comme tout le monde, citoyens comme j'en fais partie, les armées françaises sont bien appréciées. Les derniers sondages faits par la délégation d'information à la communication de la défense montrent que plus de 80% aujourd'hui des Français sont fiers de leur armée. Plus de 80%. C'est un chiffre qui est très important. Vous devez être le seul corps constitué qui a ce chiffre-là. Je crois que c'est un chiffre qu'on n'a jamais atteint depuis la fin de la guerre d'Algérie. Donc en 50 ans, c'est l'un des chiffres en plus, ça progresse. Les plus hauts. Exactement. Voilà. Donc j'espère qu'on va le maintenir. Mais je pense que les Français ne connaissent pas forcément très bien la défense. Ils en ont une bonne image. Ils ne connaissent pas forcément de l'intérieur. Aujourd'hui, que font les militaires? Mais quelque part, c'est peut-être la professionnalisation voulue par le président Chirac qui a rendu cette forme aussi allez, j'ose le mot, d'amour entre la nation et l'armée, puisque du temps de la conscription, j'en avais même perdu le terme, du service militaire obligatoire, bon, c'était peut-être un peu particulier. Oui, alors mais c'est vrai que cette perte du lien armée-nation avec la fin du service militaire, ça nous a coupé un petit peu de la nation. Et il est très important pour moi que les armées, qui sont le bras armé de la nation, on n'est pas le bras armé du président de la République, on est le bras armé de la nation française, il est important que ce lien existe. Et comme il n'y a plus le service national, ce lien est plus difficile. Donc il est important que chaque soldat, qu'il soit jeune, qu'il soit plus ancien, communique, rayonne autour de lui, dans sa famille, dans son association, avec ses amis, etc., montrer ce que c'est aujourd'hui qu'un militaire. La présence de généraux, d'un général sur un plateau de télé à l'écoute d'une radio. Ça y participe. Ça y participe. Et moi qui suis journaliste depuis un certain temps maintenant, j'en ai pas vu passer beaucoup de généraux. Écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité parce que je suis très content de pouvoir passer quelques messages. Parce que j'estime que c'est très important que les militaires, qui sont des citoyens comme les autres, avec des missions parfois particulières, parce qu'effectivement, au nom du président de la République, au nom de la France, on peut délivrer des feux, voilà, pour les intérêts de la nation française. Mon général, une question qui fâche. Vous avez parlé de votre capacité, elle est réelle, de votre capacité à vous projeter quelque part dans le monde si le président de la République le décide. Tout ça, ça a un coût. Ça coûte très cher, les projections de l'armée française à l'étranger, l'implication au nom de la défense. Et pourtant, chaque année, on vous grignote le budget de la défense. Vous faites comment? Vous faites des miracles, vous? Alors, non, ça se saurait. Mais le budget de la défense, je vais redonner des chiffres, je ne sais pas si tous ces chiffres sont importants pour les auditeurs. La défense, le budget de la défense, c'est un peu plus de 31 milliards annuels. On est actuellement dans une loi de programmation qui va de 2014 à 2019, dans laquelle, annuellement, ce budget doit rester le même, voire un petit peu augmenter. 31 milliards, c'est le deuxième budget de l'État après l'éducation nationale, donc effectivement, c'est une somme très importante. Le président de la République, le gouvernement se sont engagés à maintenir cet effort. Bon, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on l'a souligné en début d'émission, il est très important que la France ne baisse pas la garde. Donc il est important de consacrer une partie du budget de l'État. Et cet argent est suffisant aujourd'hui pour vous permettre d'être opérationnel? Pour être opérationnel, si on le maintient, j'estime qu'il est juste suffisant. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut payer les hommes, il faut payer les matériels, il faut renouveler ces matériels. Plus on avance, plus ces matériels coûtent cher, aussi bien en fabrication qu'en maintenant en conditions opérationnelles. Et, vous l'avez souligné, les opérations extérieures coûtent de l'argent. C'est payé pour partie avec le budget de la défense, mais pour partie aussi avec une réserve gouvernementale. Un dernier mot, mon général, puisque c'est presque la fin de notre entretien. Chaque année, l'armée française recrute à peu près 10 000 hommes et femmes, toutes armes confondues. C'est 15 000, c'est toutes les armées. Armée de terre, 10 000. Armée de terre, 10 000, 15 000 toutes les armées. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Les armées, c'est, je crois, le premier ou le deuxième recruteur de l'État.
Ça va être le deuxième, après l'éducation nationale. C'est très important. Nous, on a besoin de mais jeunes. Effectif constant, hein, 15 000 recrutements, mais effectif constant. C'est-à-dire qu'il y a des départs. En permanence, des gens qui sont touchés par retraite, des gens qui sont sous quota dont on ne renouvelle pas les contrats. Il est important d'avoir en permanence une armée de jeunes, parce qu'on a besoin de gens qui sont physiquement aptes, des gens qui n'ont pas trop de charges de famille, etc., capables de partir pour un oui ou un non, partir en opération. Donc il est important de renouveler en permanence les effectifs, sachant qu'un jeune qui s'engage aujourd'hui, il s'engage pour 5 ans. Voilà. Donc s'il y a des jeunes qui nous écoutent, s'ils sont aptes physiquement, qu'ils n'hésitent pas à taper à la porte du CIRFA, qui est le centre de recrutement des forces armées. Voilà. On a besoin de jeunes, on en aura toujours besoin, comme on a besoin aussi de reconvertir des soldats, jeunes et moins jeunes. Voilà. Donc s'il y a des entrepreneurs qui cherchent quelqu'un qui est dynamique, qui aime son métier, qui a foi dans son métier, qui aime la mission, qui aime les chefs, voilà, n'hésitez pas à venir chercher d'anciens militaires. Le recrutement, c'est dans les deux sens. Le général Hervé Gomard était notre invité aujourd'hui dans le grand entretien. Merci mon général. Merci monsieur Rojov.